Alimentation, logement, transport. Le monde évolue. Comment consommer différemment? Nous l'aimons tellement, cette eau en bouteille si pratique. En plus, on se dit que c'est bon pour notre santé et pas si mauvais pour la planète, puisque le plastique est apparemment recyclé. Mais la réalité est tout autre. Alors serait-il temps d'arrêter l'eau en bouteille? Une enquête de Laura Orozman. En banlieue parisienne, à Issy-les-Moulineaux, ce dimanche matin a lieu l'événement sportif de l'année. 12 000 athlètes s'élancent pour une course de 10 km. Une grande fête du sport, où certains sont même venus déguisés. Mais qui cache en coulisses, comme dans beaucoup d'événements de ce type, une grande quantité de plastique. Près de 1000 bouteilles d'eau vont être mises à disposition des coureurs par des bénévoles comme Martine. Et rattrapez les gobelets, les filles. Tu les donnes au monsieur, les housses? Là, oui. En plus de cela, l'eau est servie dans des gobelets en plastique. Avancez vers le fond, il y a de l'eau. Qui sont immédiatement jetés. Merci beaucoup. Merci. La fête continue de battre son plein. Et à l'arrivée, après l'effort, cette fois-ci, chaque coureur va avoir le droit à sa petite bouteille d'eau individuelle. Il y a 12 000 coureurs, donc normalement il y a 12 000 bouteilles. Sur une heure, l'accumulation de déchets est impressionnante. Rien que pour les grandes bouteilles, 4 bennes de tri sélectifs sont remplies comme celle-ci. Un spectacle que les coureurs acceptent, résignés. Ouais, c'est difficile de faire autrement. Hein. C'est mal, mais je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Donc, s'il y a d'autres solutions, on est preneurs, mais je vois pas, les gobelets, c'est pas mieux. Donc, Vous allez en faire quoi? je vais l'acheter une fois qu'elle sera finie. Ces bouteilles d'eau, aussi vite consommées, aussi vite jetées, n'est-il pas temps de s'en passer? Depuis plus de 50 ans, nous sommes devenus accros à ces bouteilles si pratiques, vantées par des campagnes publicitaires massives. Naît dans le parc naturel des Ballons des Vosges. La nature la filtre pour créer une eau infiniment pure qui nous préserve. C'est ici que la nature fabrique l'eau minérale naturelle. Mais derrière cette image de pureté, il y a surtout des montagnes de déchets. Car ce que nous allons vous révéler, c'est que les 6 milliards de bouteilles d'eau en plastique que nous consommons chaque année en France ne sont pas toutes recyclées. Loin de là. Seuls 58% d'entre elles sont réutilisées. Et même quand elles le sont, vous allez voir que c'est loin d'être parfait. Vous allez comprendre pourquoi. Il est grand temps de se débarrasser de cette bouteille si familière, mais également si nocive pour la planète. A priori, l'eau en bouteille a tout pour plaire. À Beauvais, dans le nord de la France, c'est en tout cas ce que pense Stéphanie, 33 ans, accompagnée de sa petite fille Candice. Au moment des courses, Ils sont là, regarde. le premier arrêt, c'est au rayon boisson, où l'eau en bouteille trône en majesté. Elle est là, notre petite eau, regarde. Si on veut, on peut acheter 4 palettes en plus. Ah ouais, 4. Ah ouais, 4 palettes, c'est sûr. Puis on va les stocker où? Tu veux qu'on les stocke où? Elles viennent faire le plein, car la famille en consomme en grande quantité. Par semaine, on est facile à peu près un paquet et demi. À l'aise, à peu près, ouais, un paquet et demi. Après, l'hiver, forcément. L'été, c'est un peu plus quand même. Hein. On va en prendre un troisième, comme ça on sera tranquille. Hop. 3 packs d'eau pour 2 semaines. Un achat qui impacte peu le budget pourtant limité de ce foyer. On est aux alentours d'1,20 € si je me trompe pas. On est 1,02 €, même pas 1,02 €. Donc 1,02 € le pack, je trouve ça plutôt raisonnable en sachant qu'il y a 6 bouteilles. T'as rangé les packs? À la maison,
Dans la petite cuisine familiale, il faut s'organiser, car toute cette eau prend pas mal de place. Même s'il serait plus pratique et encore moins cher de boire l'eau du robinet, C'est bien, tu fais des efforts. toute la famille est persuadée que cette eau en bouteille est meilleure pour la santé. Vous ne buvez jamais d'eau du robinet? Non, Ah jamais. non, jamais. Moi aussi, jamais. Ah bah non, bah toi encore moins. Toi encore moins, alors là clairement pas du tout. encore moins? L'eau du robinet, elle a un goût en fait, ça fait un goût un peu de fer. Il y a souvent des problèmes de calcaire. Au moins, on ne se pose pas la question. On se dit que voilà, on boit quelque chose de correct, que ce soit pour le corps, la santé. Comme un certain nombre d'entre nous, Stéphanie pense que cette consommation n'est pas un problème pour la planète. Car consciencieusement, dès qu'une bouteille se vide, elle la met dans son bac jaune de recyclage. On fait tout le tri vraiment qui est indiqué vraiment ici. Donc on a tout ce qui est emballage carton, les emballages plastiques. On n'y prête plus attention. Pour nous, c'est systématique. Ça permet soit de refaire une bouteille d'eau, soit peut-être repartir sur un autre produit plastique. Mais en tout cas, ça permet de ne pas polluer. Chaque bouteille d'eau que nous jetons serait ainsi recyclée. Un processus vertueux qui éviterait tout déchet. Malheureusement, la réalité n'est pas tout à fait celle-là. Premier problème, nous ne sommes pas tous aussi consciencieux que Stéphanie. Nous ne jetons pas tous les bouteilles en plastique dans la poubelle du recyclage. En une demi-heure à Paris, nous en avons fait l'amer constat. Les poubelles vertes, destinées aux déchets organiques, sont remplies de bouteilles. On a déjà une bouteille en plastique d'eau dans la poubelle verte. Hop, une autre bouteille en plastique d'eau. Là, j'en ai une. C'est du lait, ça reste du plastique. 1, 2, 3. On a même une grande bouteille d'1 litre. C'est le jackpot. Même lorsque le bac jaune destiné au plastique est juste à côté, certains se sont encore trompés. Ah, j'en ai trouvé plein. Alors, 1, 2, 3. Et même une 4e. Ça en fait 4. Nous avons trouvé pas moins d'une dizaine de bouteilles d'eau non triées, qui ne rejoindront jamais la filière du recyclage. Mais il y a un autre problème, beaucoup plus grave encore. Sur les bords de Seine, nous retrouvons d'autres coureurs. Mais rien à voir avec les compétiteurs d'ici les Moulineaux. Attention, convoi de nettoyage. Dans ce petit groupe, il y a Luciana, chercheuse en médecine, Loïc, informaticien, ou encore Céline qui travaille dans l'immobilier. Ce sont des sportifs doublés de militants. Ils font partie d'un mouvement international né sur les réseaux sociaux qui allie plaisir du sport et gestes pour la planète. À chaque fois qu'ils courent, ils en profitent pour ramasser des déchets. Ce jour-là, sur leur chemin, ils vont trouver des canettes, des bouteilles en verre. Je veux bien la bouteille en plastique. Mais le plus impressionnant, c'est le nombre de bouteilles en plastique abandonnées en pleine rue. Je fais quoi du coca? Je le mets dans le caniveau? Oui. La plupart du temps, des bouteilles d'eau. Allez, nouveau sac. C'est parti. Et pour Luciana, c'est toujours la même incompréhension. C'est ça qui est assez incroyable. C'est de se dire, je bois, je jette. Je sais pas, je comprends pas. À mi-parcours, ils vont même tomber sur une sorte de décharge à ciel ouvert. Le bouteille de lait, ça part. Ah, on a ma sourde route. Oh, la belle prise. Après seulement 3 km, il est temps de faire un bilan, car le plastique commence à peser. On va faire un décompte des bouteilles. Une. Je sais pas. 2, 3, 16, 68, 72, 96,
97. Bah, quand j'ai dit une centaine, je n'étais pas loin. Ça 97. quoi de voir ça? Bah, je trouve ça un peu incroyable quand même. 97 personnes qui ont jeté leurs bouteilles par terre plutôt que dans une poubelle. Quand on regarde la scène, souvent on voit passer des bouteilles en plastique et c'est ça aussi qui me rend dingue, c'est que les gens pensent peut-être qu'une fois que ça tombe dans la Seine, bah, quelque part c'est nettoyé, c'est récupéré. Pas du tout, ça part après dans les océans. Il y a toutes ces bouteilles en plastique, jetées en pleine rue ou dans la nature, par des consommateurs négligents. Et c'est reparti! Qui peuvent mettre jusqu'à 1 siècle pour se décomposer. Mais il y a aussi toutes ces bouteilles d'eau que nous consommons en balade ou à la pause déjeuner. Et qui, la plupart du temps, finissent dans les poubelles de rue. Lorsqu'elles sont ramassées, ces poubelles ne sont pas triées. Et les bouteilles vont rejoindre le tout venant pour être enfouies ou incinérées. Voilà pourquoi seuls 58% des bouteilles que nous consommons partent vers la filière de recyclage. Et même quand elles prennent ce chemin-là, il y a encore beaucoup à dire. Cette immense usine de recyclage de plastique, à Beaune, près de Dijon, traite 54 000 tonnes de bouteilles chaque année. Le plastique, c'est la spécialité de Raphaël Jomotte, le responsable des lieux. Chaque matin, dans l'arrière-cour de l'usine, c'est un défilé de camions. On en est à combien là que tu as reçu ce matin? 8, c'est ça? Ouais, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Et t'en as encore combien aujourd'hui? Une dizaine. Ces poids lourds viennent directement des centres de tri. En moyenne, depuis votre poubelle jusqu'ici, on estime que votre bouteille fait plus de 300 km, avec la production de CO2 que cela induit. Mais ce n'est pas le seul impact sur la planète. Voilà, ça va être une bouteille de soda. Voilà, typiquement une bouteille d'eau minérale. Voilà, c'est essentiellement ce qu'on retrouve dans nos balles. En fait, c'est ce que vous avez dans les rayonnages des grandes surfaces. Quelques heures après leur arrivée sur le site, les bouteilles entrent dans cet immense hangar. Ces machines, entièrement automatisées, tournent 24 heures sur 24 pour traiter 7 tonnes de bouteilles par heure. Elles permettent un dernier tri. Elles éliminent les étiquettes pour ne conserver que le plastique qui est recyclable. C'est ensuite que va démarrer la transformation. Un processus qui consomme forcément de l'énergie. Le plastique des bouteilles, qu'on appelle le PET, le polytéréphtalate d'éthylène, atterrit dans ces cuves. Il est broyé, lavé à l'eau, puis séché à grand renfort d'air chaud, pour arriver à ce résultat. La matière finie, c'est celle-ci. En fait, c'est ce broyé de PET propre, on va dire. Propre, dans lequel il n'y a plus rien d'autre que du PET. Mais pour être réutilisé dans les bouteilles, le plastique doit encore être décontaminé. Il passe 16 heures dans cette cuve, chauffée à 200 degrés, et devient un granulé. Fini. Apte au contact alimentaire, avec toutes les bonnes caractéristiques. Même s'il est moins énergivore que la production de plastique vierge, le recyclage n'est pas neutre. Selon nos estimations, cette usine consommerait chaque année la même quantité d'électricité qu'une ville de 8000 habitants. Un peu plus loin, Raphaël Jomotte fabrique ses préformes de bouteilles, qui serviront à en créer de nouvelles. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elles ne sont pas fabriquées à 100% avec du plastique recyclé. On a des préformes qui ont été faites à partir de 50% de matériaux recyclés. Donc on met 50% de matériaux recyclés, 50% de matériaux vierges. 50% de matériaux vierges, ça veut dire 50% de plastique neuf. Alors comment est-ce possible? D'abord, comme on l'a vu, il n'y a pas assez de tri, donc pas assez de matière à recycler. Ensuite, il y a un problème technique. Au cours du recyclage d'une bouteille, environ 20% de plastique est perdu. Enfin, il y a aussi une question de prix. Le plastique recyclé est 20% plus cher que le plastique neuf. Alors comment se fait-il
que la bouteille en plastique 100% recyclé soit une promesse des grandes marques. Fabriquer une bouteille en matière recyclée, c'est maintenant possible. Il y a quelques mois, cette marque annonçait l'arrivée en rayon de cette bouteille. Grâce à vous qui triez vos bouteilles. Alors continuons ensemble. Une bouteille qui serait plus écolo. Au milieu de ces promesses, comment s'y retrouver? Pour nous aider, nous avons fait appel à l'ONG Zero Waste, qui milite pour la réduction des déchets plastiques. Flore Berlingen, la directrice, va nous aider à décrypter le discours des marques. Oh là là. Ah, je suis 100% recyclable, mais je contiens 35% de plastique recyclé. Il faut être concentré quand on lit pour bien comprendre ce que ça signifie. Le problème de ces indications concernant le plastique recyclé, c'est que ça donne l'impression à ceux qui vont acheter la bouteille que l'emballage n'est plus un problème puisqu'on peut le recycler et que ça va être un cycle vertueux à l'infini. Or, ce n'est absolument pas le cas. Le recyclage n'est pas possible à l'infini. Il faudra toujours un apport de matière vierge puisqu'on n'est pas capable de fabriquer une bouteille à partir d'une bouteille. On peut fabriquer une nouvelle bouteille à partir de plusieurs bouteilles. Pour les industriels, le recyclage serait devenu un argument marketing. Même si, selon elle, le 100% plastique recyclé reste rare. Il y a énormément de communication de la part des marques au moment du lancement d'une gamme en plastique 100% recyclé. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte et voir la proportion globale, en fait. Et là, pour les 6 plus grosses marques de boissons dans le monde, on en est à moins de 7% des bouteilles qui sont composées en partie de plastique recyclé. Une filière de recyclage qui est loin d'être parfaite. Une grande part de nos bouteilles qui partent directement en enfouissement ou dans les incinérateurs. Ne serait-il pas temps d'appuyer sur le frein? De stopper l'achat des bouteilles d'eau? D'autant plus que nous avons à portée de main une eau du robinet qui est entre 100 et 300 fois moins chère que l'eau en bouteille. Cette étude de l'UFC Que Choisir de 2017, qui compile les analyses de l'eau potable, montre même que plus de 95% des consommateurs français ont accès à une eau de très bonne qualité. Pour en boire toute la journée, mais mort de la maison, un accessoire a le vent en poupe. C'est même devenu un business pour certains. Ce jour-là à Paris, ces deux jeunes femmes sont venues présenter leurs produits. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Dans cette salle, les salariés d'une entreprise de finance. Elle a déboursé 15 € par personne. Ouais. Pour les équiper de la gourde dessinée par Florence Bétinger. Vous la quittez jamais, cette gourde, la Florence? Bah non. Je l'ai quand même faite exactement comme j'avais envie qu'elle soit, quoi. Chaque semaine, elle se déplace dans les entreprises à qui elle a vendu son concept pour évangéliser les salariés. Il y a 10 ans, on s'est créé avec l'idée un peu farfelue à l'époque que les gobelets jetables et les bouteilles jetables au quotidien au bureau, il y avait peut-être mieux à faire. On en a... Elle leur fait passer le message qu'avec cet objet, ils pourront en finir avec le plastique jetable. Quand on va chercher à manger, au lieu de prendre systématiquement la bouteille jetable qui va avec la formule, d'essayer plutôt de remplir à la fontaine avant de partir ou de remplir en arrivant. Pour aller faire 1 heure de sport, vous allez économiser 1 € en remplissant votre gobier avant de partir. Hop, vous le laissez dans votre sac. Enfin, c'est plein de petites habitudes, vous verrez, mais qui peuvent être autour du bureau et qui font que c'est vous qui allez avoir un impact important parce que c'est vous qui allez éviter un maximum de jetables. Si pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous l'utilisez à bloc, vous allez avoir un bénéfice environnemental hyper important. Un discours bien rodé qui, au moment de la distribution, semble convaincre ses salariés. Et c'est cool, elle est super petite, je vais pouvoir la mettre dans le sac. Après la découverte de l'objet, une première prise en main. Grégory, directeur commercial, a du mal à changer ses habitudes comme beaucoup d'entre nous. Mais là, il jure de s'y mettre. Vous voyez faire ça tous les jours du coup là? Ouais, sans problème. Franchement, c'est un tout petit effort, il faut prendre l'habitude. Et derrière, franchement, c'est bien pour la planète, bien pour le portefeuille, bien pour la société, pour tout le monde. Je pense que c'est important, ouais. Ouais, ça me pose aucun souci. Réussir à inciter les salariés à faire l'effort de boire à la gourde.
dans leurs petits locaux parisiens. Cela va faire 10 ans que Florence Bétinger et son associé Xavier Moisan s'y emploient. Bien avant que ce petit objet devienne tendance. À l'époque, avec leur gourde Gobi, ils sont un peu les seuls à y croire. Et ils galèrent. Jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'un petit coup de pouce. On est sûr d'un fait, les dirigeants des 190 pays boiront de l'eau du robinet. C'est décembre 2015. On vient de passer plusieurs années vraiment difficiles. On a même d'autres jobs à côté. Et au bout de quelques mois de négociations, on apprend qu'on a été choisi pour équiper les 40 000 participants de la COP21. Depuis cet événement, les commandes s'enchaînent pour la start-up. Ok. Il nous reste presque 20 000 gobis à livrer cette semaine. Ils ont déjà distribué 700 000 gourdes dans des PME ou dans de grandes entreprises. Autant de gâchis évités. On était consultants, on travaillait dans des bureaux et on a tous vu dans nos entreprises de l'époque ou chez nos clients arriver dans des bureaux pour des rendez-vous où une personne a déjà 4 ou 5 gobelets depuis le début de la journée posés sur son bureau. Sauf que ces 4 à 5 gobelets, à la fin, c'est du déchet plastique. Pour concevoir leurs gourdes, ils se sont tout simplement inspirés des bons vieux bidons de vélo, avec l'idée de la rendre un peu plus adaptée au bureau, transparente et facile à transporter à la main. Tu sais quand on aura les versions colorées ? Seul paradoxe de ces récipients, qui seront utilisés plusieurs années, ils sont en plastique. En ce moment, ils planchent sur un modèle en verre. Mais selon eux, en utilisant pendant une année une gourde plutôt que des bouteilles d'eau, on évite 3 kilos de déchets par personne. Il est donc grand temps de mettre fin à l'usage de ces bouteilles d'eau en plastique. Pour ceux qui n'arrivent pas à s'en passer, il faut que nous trions encore plus. Car il y a urgence. Selon certaines associations, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. 9 minutes par jour, c'est le temps moyen passé par les enfants devant les publicités télévisées. Vulnérables, ils sont une cible privilégiée des industriels de l'agroalimentaire. 90% des publicités pour enfants mettent en avant des produits trop gras ou trop sucrés. Alors qu'un ado sur 5 est en surpoids, comment expliquer que cette pub ne soit pas mieux régulée ? Léonie Baird a mené l'enquête pour Tout compte fait. Nous n'imaginons pas toujours à quel point la publicité est présente au quotidien chez les enfants. Nous sommes mercredi, et à Arras, comme partout ailleurs, c'est le jour où ils se détendent. Oh, il a un petit chacha. Ah oui. Et passent du temps devant la télévision. Ouais. Vous allez regarder jusqu'au bout ? Oui. Oui. Bon, on verra. Ce matin-là, Émilie, 8 ans, et Rose, 5 ans, ont droit à 1h30 de dessins animés, entrecoupés de beaucoup de publicités. Alors forcément, les petites filles connaissent les marques par cœur, surtout celles des produits alimentaires. Ah ouais, tiens. Les têtes brûlées, les princes. Ouais, les princes. Les chocobons avec le bonhomme chocobon. Bon alors les filles. À leur côté, Marie et Christophe, les parents, reconnaissent que ces spots à destination des enfants sont particulièrement efficaces. Et Rose, est-ce qu'il est bon ? Le prince, c'est un dessin animé. Ça fait penser à un dessin animé. C'est un personnage sympa qu'on pourrait très bien retrouver dans un dessin animé. Le petit personnage Chocobon, bah, il est sympathique, c'est pareil. On dirait un petit personnage de fiction qui pourrait être une petite figurine aussi, hein, qu'elle pourrait avoir. Des spots colorés qui font rêver ou qui font rire, mais qui ont un impact insoupçonné sur leur comportement. Oh, allez les filles! Nous allons le constater lorsque la famille part faire ses courses au supermarché. Émilie et Rose se dirigent spontanément vers les produits vantés par la télévision. Regarde maman, il y a des têtes brûlées comme dans la publicité. Ah oui, les fameuses têtes brûlées, oui, c'est vrai. Il y a même des carambars magicolores. Et malgré leur jeune âge, les sœurs ont déjà des marques préférées. Chocobon! Non, prends-tu. Rose! Regarde! Oui, on prend... Bah oui, non mais attendez les filles. Elles connaissent tout Kinder. Bah on voit tout quasiment à la publicité. Hein. Vous avez une pub Bueno, je pense qu'une pub comme ça on en a déjà vu. Celle-là je l'ai vue il n'y a pas longtemps.
Puis celle-ci, on l'a encore vue, les mignons, on l'a vue il n'y a pas longtemps aussi. Donc forcément, on veut le cadeau. Quelques goûters quand même. Marie en est consciente. La publicité est déterminante pour ses enfants. Le voilà, le prince qui il lance... C'est le prince de la publicité, celui-là. Ouais. Il jette un paquet de princes et c'est le héros de cette publicité. Et toi, tu l'aimes bien? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est beau et charmant. Oui, on pourrait en prendre... Comme la plupart des parents, ce jour-là encore, Marie finira par céder à presque toutes les envies de ses filles. Allez Rose, on va vers les caisses. Tu fais attention. De retour à la maison... Alors les filles, prêtes pour le goûter? Oui. Difficile de leur faire manger autre chose que les sucreries pour lesquelles elles ont craqué en magasin. Alors, quand même vos dinosaures là? Non. Les petites barquettes de lu? Non, pas. Non? Oui. Vous savez déjà ce que vous voulez? Petit Kit Kat? Ah, vous l'avez eu hier, un Kit Kat. Non. Donc on est parti pour Kinder Surprise, oui. c'est ça? Ah bah oui, évidemment. Hein, bon, alors, on va prendre la compote quand même avant. Hein. Je vais les chercher. Même pour leur faire manger des fruits, les parents utilisent un produit vanté par la publicité. J'ai déjà mangé ça. Donc c'est un. Et avec la pomme pote, n'importe quel fruit, ça passe très bien. Donc voilà, elle adore pommes fraises et les fraises, elle a du mal à les manger. Donc on a l'impression qu'elle mange un petit peu tous les fruits. En petites portions, mais bon, c'est bien. Elles font l'effort quand même. La famille de Christophe et Marie n'est pas une exception. En France, les enfants sont soumis à une pression constante de la part des publicitaires. Même s'ils passent moins de temps devant la télévision, en moyenne 1h30 par jour, ils sont de plus en plus exposés aux publicités. De 7 minutes il y a encore 5 ans, à 9 minutes par jour aujourd'hui. Et cela a un impact négatif sur leurs habitudes alimentaires. L'association de défense des consommateurs, l'UFC Que Choisir, a enquêté plusieurs mois sur le sujet. Olivier Andro, le spécialiste alimentation et nutrition, a passé au crible plus de 7000 spots télévisés. Vraiment trop bien celle-là. Qui est la personne la plus curieuse au monde? On voit, les enfants sont omniprésents dans cette publicité. Tu me le rends? Il a comparé les contenus des spots spécifiquement destinés aux enfants à celui des spots tout public. La première fois qu'on s'est levé pour manger une danette, on a tellement aimé ça qu'on s'est dit qu'on pouvait plus s'asseoir. Et il a fait une découverte étonnante. Sur les publicités tout public, finalement, c'est assez diversifié comme type de produit alimentaire. C'est assez équilibré. En revanche, quand on regarde le type de familles alimentaires qui sont promues pour les enfants, eh bien c'est beaucoup plus pauvre. On n'a que 7 familles de produits alimentaires. Et sur ces 7 familles, il y en a 6 dont il faut clairement limiter la consommation parce qu'il s'agit de confiserie, de chocolat, de restauration rapide et de céréales du petit déjeuner, mais dans leur version les plus sucrées. En résumé, 87% des publicités destinées aux enfants mettent en avant des aliments trop sucrés ou trop gras, contre seulement 43% pour les spots destinés aux adultes. Sur la table, plusieurs produits alimentaires pour enfants. Ceux dont les pubs sont les plus diffusés. Donc ça c'est D, E, les cheeseburgers ils sont Nutri-Score D en général, ça c'est E. Ils sont en majorité classés D et E, les 2 moins bonnes notes réservées aux produits les plus mauvais du marché sur le plan nutritionnel. Ça, c'est une céréale, quand on regarde le détail, qui a 29% de sucre et 16% de matière grasse. Donc ça veut dire que près de la moitié de ce produit, c'est du gras et du sucre. Des produits trop gras, trop sucrés, bien loin d'une alimentation saine et équilibrée. C'est une sorte de pousse au crime nutritionnel, en totale contradiction avec les recommandations sanitaires. Un matraquage publicitaire d'autant plus problématique que les enfants sont un public vulnérable. À Aix-en-Provence, nous avons rencontré un homme qui a consacré une partie de sa vie à la publicité. Alors il y en a partout et puis regardez, ça c'est vraiment le type de publicité réclame classique. Voilà, l'idée c'est simplement d'attirer l'attention sur de la publicité qui reste vraiment dans le principe classique. Didier Courbet est professeur à l'université et psychologue, spécialiste du marketing destiné aux enfants. Nous lui avons montré les images d'Émilie et Rose devant les spots publicitaires. Et ils sont dans la fascination.
Le pouvoir des images. La difficulté avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas les capacités cognitives, rationnelles, de lutter contre les publicités. Or, les adultes, eux, sont capables de un peu plus filtrer. Les enfants sont dans l'affectif. Et pour les captiver, les publicitaires adoptent les codes accrocheurs de leur divertissement préféré. Alors, les enfants, à cet âge-là, adorent les dessins animés. Donc, le premier réflexe du bon publicitaire, c'est d'utiliser des dessins animés. Donc, on va avoir des mascottes. Donc vous regardez, toutes les marques ont leur propre mascotte, que ce soit un joli petit animal, soit un personnage, soit donc la mascotte. Ensuite, une autre technique, c'est d'essayer de les influencer en entourant la marque d'un halo affectif positif. C'est-à-dire qu'on va mettre la marque dans des situations où l'enfant va ressentir des émotions positives. Et ensuite, lorsque l'enfant, dans un hypermarché par exemple, va voir une marque, immédiatement, il va avoir un rappel des émotions qui ont été ressenties au moment où il était face à la télévision. Exactement ce à quoi nous avions assisté dans le supermarché avec Émilie et Rose. Et c'est le héros de cette publicité. Et toi, tu l'aimes bien? Oui. Pourquoi? Bah parce qu'il est beau et charmant. Moi qui ai des enfants et qui vois aussi autour de moi les enfants qui regardent des publicités, je trouve qu'éthiquement, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que le papa qui parle, c'est vraiment quelqu'un qui a été qui sort un peu de ses gonds parce que sur le plan éthique, ça se fait pas. Que d'essayer de manipuler des enfants pour essayer de leur vendre des produits qui sont mauvais pour la santé, c'est quelque chose qui, à mon sens, ne devrait pas exister. Car ce conditionnement peut avoir des effets dévastateurs sur la santé. À Clermont-Ferrand, ce bâtiment abrite une salle de sport, réservée à seulement quelques enfants. Pendant 30 secondes, vous faites les exercices sans vous arrêter. C'est parti! Ces 3 petites filles suivent un programme de 6 mois pour apprendre à lutter contre leur surpoids ou leur obésité. Et c'est bon! Vous tournez! Parmi elles, Sarah, 10 ans. On est ici parce que pour essayer de mieux nous alimenter et de mieux manger. Nous contrôler. Bon, on m'a traité de grosse une fois. Pas une plus petite que moi, du coup, ça me pose problème et c'est pour ça que j'aimerais perdre du poids. En France, depuis les années 60, le nombre d'enfants en surpoids ou obèses a été multiplié par 6 pour atteindre 17%. Et cela a de graves conséquences. Alors que Sarah poursuit ses exercices, la médecin Blandine Pascal reçoit sa maman, Émilie. Par rapport au dîner, le fait que maintenant vous prenez le dîner sans télé le soir, ça c'est toujours ancré dans les habitudes. Ouais. C'est bon, c'est accepté par toute la famille. Oui, il n'y a pas eu de difficulté. D'accord. Donc ça se rend vite compte. Ça a ouvert le dialogue et c'est positif. Ouais. Donc, ce travail de fond a été mis en place, car l'obésité chez l'enfant peut aussi impacter la santé à l'âge adulte. Ça reste une maladie chronique, l'obésité, donc elle évolue dans le temps. Et à terme, bien sûr, il y a toutes les complications cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, aussi les syndromes d'apnée du sommeil, tout ce genre de complications qui sont connues et reconnues en fait. La publicité pour des produits trop gras ou trop sucrés est en partie responsable de ce problème de santé publique. Alors les enfants apprennent ici à avoir un regard plus lucide sur ces aliments. Bienvenue à tous dans ce deuxième atelier de la matinée qu'on va faire, qui s'intitule « Trop gras, trop sucré, trop transformé ». Cette fois, les mamans et les petites filles sont réunies pour un jeu autour des produits industriels. Des aliments très présents dans les spots télévisés. Là, j'ai du coup la pâte à tartiner. L'objectif, déterminer la quantité de sucre et de gras qu'ils contiennent. Donc, dans une cuillère à soupe, c'est environ 15 grammes de maïs. Bien loin de l'image sympathique et rigolote des mascottes qui les incarnent. À votre avis, combien il peut y avoir? J'ai une moitié de sucre parce que sinon ça ferait un peu beaucoup pour une cuillère. Parce que si tu fais un petit morceau, ça étale un peu partout et je trouve que sinon ça serait trop sucré. Je montre. Hop, hop, hop. Alors, dans une cuillère à soupe, donc soit dans 15 grammes, on va retrouver à peu près 8 grammes de sucre et à peu près 5 grammes de beurre.
Enfin, de beurre, de matière grasse, d'huile. Une cuillère de pâte à tartiner, c'est l'équivalent d'un sucre et demi. 3 fois plus que ce qu'avait imaginé Sarah. Enfin, ça fait beaucoup, je trouve. Grâce à ce type d'exercice, la petite fille regardera peut-être autrement les publicités à la télévision. Mais pourquoi ces messages ne sont-ils pas tout simplement mieux encadrés ? Sensible à la question de la malbouffe, Loïc Prudhomme a tenté de faire bouger les lignes. En février 2019, ce député France Insoumise de Gironde a proposé une loi interdisant la publicité alimentaire pour les enfants. Les messages publicitaires en faveur de produits alimentaires destinés aux enfants et adolescents sont interdits sur tout sans support succès. De communication radiophonique. En face, vous avez l'industrie agroalimentaire qui pèse 460 000 emplois à l'heure où on se parle et qui dégage un chiffre d'affaires de 213 milliards d'euros par an. Et donc c'est toujours la même affaire, le chantage à l'emploi, à l'activité économique, et que l'on préfère mettre devant toutes les autres priorités, et notamment les priorités sanitaires. Aujourd'hui, une seule loi encadre la publicité alimentaire pour les enfants. La loi Gattolin. Mais ses effets sont très limités. Entrée en vigueur en 2018, elle interdit la publicité pendant les programmes jeunesse, mais seulement sur les chaînes du service public. Les chaînes privées, elles, n'ont aucune obligation. Quant à l'autorité de régulation de la publicité, le gendarme du secteur, c'est en fait un organisme professionnel. Parmi ses adhérents, les grands noms de l'industrie agroalimentaire. Face à ce manque d'encadrement, l'UFC Que Choisir et 6 autres associations ont décidé de se mobiliser. En septembre dernier, elles ont lancé une pétition afin de réclamer l'interdiction de la publicité pour les produits avec un mauvais Nutri-Score. Pour Olivier Andro, il ne s'agit pas pour autant de la bannir totalement. Ce que nous proposons, c'est pour une fois de l'utiliser de manière vertueuse. Alors qu'il y a déjà des produits de Nutri-Score A et B qui ont été développés, on le voit sur les produits laitiers, maintenant sur les céréales du petit déjeuner ou même sur certains produits de biscuits. Eh bien, comment se fait-il que ce ne soient pas ces produits-là qui soient promus et encore et toujours des produits de mauvais Nutri-Score, c'est-à-dire des produits qui ont la plus mauvaise qualité nutritionnelle? À ce jour, la pétition en ligne a récolté plus de 55 000 signatures. Pas assez encore pour inverser la tendance. Alors en attendant, la solution la plus efficace est peut-être d'apprendre aux enfants à manger équilibré, dès leur plus jeune âge. Allez, par ici. Dans ce potager urbain installé dans un collège du 20e arrondissement de Paris, une poignée d'enfants entre 7 et 14 ans doit reconnaître ce jour-là les fruits et légumes de saison. Qu'est-ce que c'est cette plante que vous avez qui est verte, qui est violette? C'est des blettes. C'est quoi ces blettes? Alors, les blettes, en fait, c'est un légume dont on récolte la feuille. Vous voyez bien, c'est ici, c'est pas la racine comme la carotte. Et on coupe la feuille comme ça, et on la récupère et on la cuit. Margot Raoult est la fondatrice de l'association Louise Rosier. À travers cet atelier, cette trentenaire, passionnée de cuisine, souhaite transmettre aux jeunes générations des habitudes alimentaires saines. Alors cet arbre, tout le monde le connaît, hein? Oui, c'est un pommier! Un pommier, super! Attention, hein, la pomme qui est dans le frigo, qui est énorme, impeccable, avec aucune tache, rien du tout, qui reste dans le frigo nickel pendant 6 mois, c'est louche, hein? Pendant la visite, Margot rappelle aussi les fondamentaux du goût. Donc rhubarbe, c'est acide ou amer? Acide. Si on continue à abreuver les enfants de trucs trop sucrés, trop gras, de trucs pas naturels, ils vont commencer à aimer de plus en plus ça et se détourner des produits naturels. Pendant une semaine, ces enfants vont mettre la main à la pâte. On va mettre de la terre, du compost sur les plantes. Et redécouvrir des plaisirs simples, loin des produits industriels. Je préfère planter et prendre les fruits que aller au supermarché. C'est beaucoup plus drôle. Et c'est meilleur? Oui, c'est beaucoup meilleur. C'est beaucoup plus bon. À la fin de la matinée, tous sont enthousiastes.
C'était super bien. Par contre, j'ai flippé au moment parce qu'il y avait plein d'insectes et j'aime pas les araignées. Ah, ça m'a fait flipper. Dans ma tête, je voulais me dire, ah, je vais partir. Mais en fait, c'était tellement bien jardiné qu'en fait, je suis restée. Mais changer les habitudes de vie des enfants est un long combat. Au pique-nique, les produits transformés sont toujours là. Vomi bleu. C'est des vomis. Vas-y, smoothie. Et puis mon dessert, c'est ça. Des gâteaux. Pikachu. Équilibré pour ma mère. Des plats préparés, des chips, des gâteaux et évidemment les traditionnelles boissons pour enfants. C'est hyper bon. C'est pour ça que j'aime. Alors Margot continue inlassablement son travail de sensibilisation. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Est-ce que tu peux lire, Tracy? Ingrédients. Eau de source, 80%. Souro, acérola, framboise, 0%. Attends, c'est cassis framboise. Mais il y a combien de framboises dedans? 0,2%. Ensuite, il y a sucre, 6,4%. Attends, pause. Non, moi, je crois. Donc, dans ton truc où c'est marqué pomme, cassis, framboise, il y a plus de sucre que de framboise. C'est un peu bizarre quand même, non? Ouais. Et pourtant, la publicité à la télé était marquante. La petite fille s'en souvient encore. Maman, j'ai vu une mangue avec des dents. Bien sûr. Et nous, hier, on a vu une framboise avec des cheveux. Tu trouves ça comment? Tu trouves ça mignon, pas mignon? Drôle. Est-ce que ça te donne envie encore plus de boire? Tu bois surtout parce que c'est trop bon? Ben, ça me donne envie parce que, par exemple, je vais avoir une pipe de bonbons. Haribo pour les grands et les petits. Mais moi, ça me donne envie, en fait. Parce que je vois le paquet de bonbons en train de se secouer devant la télé. Il y a donc encore du travail, mais aussi de bonnes nouvelles. D'ici quelques mois, le Nutri-Score devrait être obligatoire dans les publicités alimentaires pour enfants.